Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 17. Et aujourd'hui, on a le plaisir et le bonheur d'avoir un invité pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Il s'agit de Roberto Ola, qui est directeur exécutif d'Eurimage, un accord partiel du Conseil de l'Europe. Cher Roberto, bonjour et bienvenue et merci de nous consacrer ton temps. Bonjour Farouk. J'espère que tu vas bien. Alors je voudrais juste, avant de te poser la première question, dire que Eurimage est un fonds d'aide aux coproductions européennes et c'est un accord partiel du Conseil de l'Europe et c'est le supplément d'âme du Conseil de l'Europe, une institution qui aide à la coproduction des films pour que les films soient mieux diffusés et qu'il y ait une habitude de coopération et entre les professionnels du 7e art en Europe et que c'est un instrument qui est unique. Au passage, notons que l'actuelle présidente de Eurimage, c'est Catherine Trautmann, avec qui nous avions aussi fait une conversation, c'était entre les deux tours des élections municipales. Roberto, première question, à titre personnel, j'espère que tu as bien traversé cette tempête virale, que je touche du bois, il n'y a pas eu de dégâts physiques et de santé pour toi, tes proches, ta famille. Et j'aimerais te demander, au fond, d'abord à titre individuel, personnel, quelles sont les réflexions que t'inspire cette incroyable expérience qu'on a vécue et dont il n'est pas sûr qu'on soit sorti. Alors tout d'abord, j'ai eu la chance de le passer bien. Je tourne le bouton du son pour que tu parles fort. Voilà. Très bien. Tout d'abord, j'ai eu la chance de le passer bien parce que au niveau santé, moi et ma famille, on n'a pas eu de problème, on n'a pas été atteints. Euh, et aussi mon entourage, donc les amis, etc. Donc ça s'est passé relativement bien. Mais je pense que c'est une expérience qui va au-delà du côté santé. Je pense que c'est une expérience qui touche un peu à l'humain, parce qu'on s'est rendu compte de la fragilité de ce qui nous entoure et de tout ce qu'on a construit et comment on est dépendants les uns des autres. Donc je pense, enfin, j'ai essayé de le transformer dans un événement qui m'a fait réfléchir, qui continue à me faire réfléchir au niveau personnel et aussi au niveau professionnel. Et comme tu l'as dit justement, l'expérience n'est pas finie, n'est pas encore terminée. Malheureusement, non. Alors, tu, tu as mené aussi une réflexion professionnelle, tu viens de le dire. Tout à fait. Donc, d'abord, permets-moi de te dire que nous, ici à l'Odyssée, on est quand même, on défend les principes des salles de cinéma, que le film ne doit pas se regarder uniquement dans l'espace privé de son salon, sur son canapé, à siroter des canettes de bière ou de Coca-Cola, et qu'il y a une dimension lien social Tout à fait. de la salle de cinéma. Du point de vue du cinéma, alors la production a été affectée, la distribution a été affectée, les salles de cinéma. Toi, tu es plutôt, Eurimage, c'est plutôt dans le domaine d'abord des coproductions. Donc, il y a des mesures de sécurité sanitaire qui ont dû être prises. Alors, dis-moi tout, parce que nous brûlons tous d'impatience de le savoir. On ne s'embrasse plus au cinéma. On ne s'embrasse plus au cinéma, tout à fait. Ou avec des masques. Tout d'abord, il faut dire qu'il y a de nouveaux protocoles qui ont été mis en place, protocoles sanitaires, qu'il faut appliquer pendant les tournages. Évidemment, pendant le lockdown, il n'y a pas eu de tournage, ça va de soi. Ça, c'était. Ce que tu appelles le lockdown, c'est le confinement. C'est le confinement. Donc, les différentes semaines, c'était différent de pays à pays. Donc, en France, on a eu une période très précise. Donc pendant cette période-là, il n'y a pas eu de tournage. Cependant, Eurimage a continué à travailler évidemment à la maison pour faire ainsi que la trésorerie nécessaire pour les productions qui ont dû s'arrêter pour des raisons sanitaires puisse être payée, canalisée pour payer les techniciens, les acteurs, pas de problème etc. de trésorerie. Exactement. Donc ça c'est important de le dire parce que quand le tournage d'un film s'arrête, c'est une catastrophe économique importante pour les producteurs, mais pour tous les travailleurs qui sont impliqués dans la fabrication du film. Donc les institutions publiques sont importantes,
évidemment quand tout va bien, mais sont encore plus importantes quand il y a des problèmes de santé de ce genre-là, pour faire ainsi que les professionnels continuent à pouvoir vivre de cinéma. Sinon, on ferme baraque et tout le monde rentre à la maison et c'est fini. Or, maintenant que le confinement, qu'on a été déconfiné et qu'on est passé à la phase 3, il y a des protocoles qui sont négociés par les associations des producteurs et les syndicats des producteurs avec les gouvernements pour faire ainsi que la santé des travailleurs du cinéma soit respectée. Ce qui complique un tout petit peu les choses, et tu peux bien l'imaginer. C'est-à-dire qu'il faut engager un responsable Covid sur le tournage qui doit garantir le respect du protocole, donc la distanciation sociale, etc. Donc tout ça, ça complique davantage la fabrication du film, le tournage et la fabrication du film. Ça augmente, on calcule entre 10 et 20% le coût de production, parce que ça retarde aussi la période de tournage. Et voilà, les films se font avec un peu plus de difficultés, et comme tu l'as dit, un certain nombre de scènes rapprochées évidemment doivent être réécrites, et il faut trouver des escamotages techniques pour les remplacer. Juste une question comme ça, parce que le cinéma montre, c'est ce qu'on dit dans les écoles de journalisme, un train qui arrive à l'heure, ce n'est pas une information. C'est quand le train est en retard que ça commence à devenir une information, parce qu'on peut imaginer les raisons multiples pour lesquelles. Est-ce que ces personnes qui ont pour mission de respecter, de faire respecter, de contrôler le respect des protocoles sanitaires, sont des gens assermentés? Parce que tu comprends que tu peux embaucher quelqu'un, et puis, ça c'est des situations qu'on voit au cinéma. Alors, la pratique change de pays à pays, évidemment. Il y a des pays où le protocole est plus strict, d'autres c'est moins strict. Il faudrait aller physiquement dans chaque tournage pour vérifier si, à la lettre, les protocoles ont été respectés. Mais moi, je pense que les gens du cinéma sont des gens responsables. Il y a évidemment énormément de financements qui sont impliqués là-dedans. Il y a des assurances qui couvrent les risques à tous les niveaux, enfin en partie en tout cas. Y compris pour les acteurs, surtout quand ils sont célèbres. Exactement, donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de grands soucis. En parlant d'assurance, si tu me permets de faire une petite parenthèse, ça c'est un petit détail que peut-être le grand public auquel ne pense pas, c'est un détail fondamental. Un tournage ne se fait pas sans un certain nombre d'assurances, et les assurances ont refusé pendant un certain temps de couvrir le risque de pandémie. Alors, s'il n'y a pas une assurance qui couvre le risque de pandémie, les financements n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'aucun financier privé prend le risque de voir son argent s'évaporer. Exactement. Donc les gouvernements actuellement, c'est dommage que l'Europe n'ait rien fait pour l'instant à ce niveau-là. Ce sont les gouvernements nationaux, donc les associations des producteurs et les fonds nationaux qui négocient au niveau national la couverture du risque de pandémie. Et cela implique évidemment une augmentation du coût de la prime d'assurance qui est dans une grande partie des cas en Europe couverte par les fonds nationaux. Mais tout cela a un impact énorme sur le tournage, surtout des films les plus fragiles, qui évidemment ont un problème d'argent et dépendent entièrement des fonds publics, nationaux, régionaux, à tous les niveaux. Donc ça c'est un petit détail auquel on ne pense pas, mais c'est fondamental pour que la machine puisse se remettre en place. Alors s'il y avait une prime d'assurance, un mécanisme de garantie européen qui permette aux pays comme la France, qui évidemment est beaucoup plus avancée parce qu'il y a parce qu'elle a inventé le cinéma et parce que le cinéma est tellement important aussi au niveau gouvernemental. Qui est bien organisé, le cinéma. Qui est bien organisé, les associations sont organisées aussi, etc. Mais il y a des petits pays dans lesquels évidemment le cinéma n'est peut-être pas une priorité et qui souffrent de ce manque d'Europe, qui pourrait présenter très probablement une solution collective applicable un peu à tout le monde. J'espère que ça va arriver dans les prochains mois, peut-être années, on ne sait pas. Mais ça, c'est fondamental. Oui, mais tu as raison. Et alors, juste pour terminer sur cet impact de la crise sur les activités concrètes de coproduction,
Vous, votre rôle, en plus de faire ce que vous faites habituellement, ça a été d'être compréhensif et d'aider autant que possible en termes de disponibilité de trésorerie les tournages qui étaient en cours et pour faire en sorte qu'ils soient le moins possible interrompus par Tout la à fait. crise. Alors donc techniquement, on n'a rien inventé de nouveau. On a utilisé une clause qui existe déjà dans les contrats de soutien aux images qui prévoit la force majeure, les hypothèses de force majeure. Donc si le film, si le tournage a dû être interrompu, nous on a continué à payer malgré l'interruption pour donner justement la trésorerie. Et tout ça, c'était prévu dans le cadre contractuel. Et d'une manière assez, ça c'est fondamental aussi, comme tu le sais, les salles de cinéma étaient fermées et il y avait des films qui avaient déjà été soutenus par Image et qui étaient prêts pour la sortie. Oui. Et la sortie n'a pas pu se faire aux dates prévues ou elle a dû être interrompue. Et Eurimage paye la dernière tranche du soutien à la sortie salle. Oui. Et les producteurs, par contre, ont déjà couvert le coût de fabrication quelques mois, quelquefois quelques années avant. Donc, on a débloqué la dernière tranche en utilisant la clause de force majeure qui est prévue dans nos contrats pour pouvoir donner la trésorerie nécessaire aux producteurs pour payer les derniers coûts de fabrication du film, même si le film n'est pas sorti en salle. Merci. C'est pour préciser aux spectateurs, parce que c'est ça qui est passionnant. Souvent, quand on vient voir un film, on n'imagine pas. C'est nous, on le consomme, enfin, on le regarde. Mettons en 1h30 ou 2 heures, si le film a 2 heures de temps de projection, mais on ne se rend pas compte que c'est des semaines, plutôt des mois de préparation au niveau de l'écriture et du développement de scénario, pendant le tournage, ensuite le montage et la post-production, puis ensuite la commercialisation, la promotion, enfin la sortie, et que Eurimage, c'est des fonds publics, mais ça, ils auront l'occasion d'en parler, notre ami Roberto, et donc que l'argent public doit aussi être utilisé en fonction de certaines règles, pour que ce ne soit pas une utilisation arbitraire, qu'il y ait une transparence et une régularité absolue. Et donc il faut préparer les contrats qui prévoient les cas de force majeure. C'est ça qui est passionnant et moi je suis très heureux que nos spectatrices et spectateurs puissent un peu apprendre et comprendre aussi que eh bien, le cinéma c'est quand même toute une organisation complexe. Cher Roberto, indépendamment de la crise, je le répète, Eurimage c'est unique. C'est à la fois un acteur incontournable pour le cinéma et en même temps c'est un poste d'observation du cinéma. Alors, je vais te poser plusieurs questions en une, comme ça tu auras le temps d'y répondre. Est-ce que tu peux juste de façon très synthétique dire les caractéristiques principales d'Eurimage? Est-ce que tu peux dire quel est l'impact au fond d'Eurimage aujourd'hui avec des moyens qui sont quand même plutôt malheureusement modestes et qui mériteraient d'être soutenus davantage? Et à partir de ce poste d'observation, donc 3 questions en une, comment tu considères, tu vois, tu évalues la situation du cinéma européen? À toi, cher Roberto. Oui, eh bien, c'était Roberto, merci beaucoup. Et non, vas-y. La question a été longue, c'est vrai. Alors, je vais commencer du début, hein, c'est la chose la plus simple à faire, très probablement. Donc, Eurimage a fêté 30 ans l'année passée, donc il existe depuis 30 ans, et son rôle a changé dans le temps. Il y a 30 ans, Eurimage a été créé parce que les États membres du Conseil de l'Europe ne coopéraient pas beaucoup ensemble. C'est-à-dire que chacun, dans son petit coin, faisait ses propres films avec les moyens qu'il avait. Alors, les grands pays évidemment avec plus de moyens, les petits pays en avaient moins. Les films produits au niveau national ne circulaient pas beaucoup, au-delà des frontières nationales, et les seuls films non nationaux qui circulaient beaucoup étaient les films américains. Donc au début, l'idée c'était, on est petit en Europe, essayons de mettre des moyens financiers, mais aussi artistiques et techniques ensemble, pour fabriquer des films qui aient potentiellement la capacité de circuler au-delà des frontières nationales. Et donc, en même temps, faire connaître des cultures et des aspects de la culture qui ne sont peut-être pas connus au-delà des frontières nationales.
Or, en Europe, on fabrique beaucoup plus de films qu'aux États-Unis maintenant, après 30 ans, donc le besoin de remplir les écrans est moindre. Par contre, le besoin de se connaître davantage et de connaître des histoires qui peut-être ne sont pas majoritaires, ne sont pas connues, est toujours là, et je veux dire qu'il est même plus urgent que dans le passé. Je m'explique. Les aides publiques dans les cinémas ont un sens dans la mesure où les histoires qui sont peut-être un peu plus compliquées à raconter, ou des histoires qui sont minoritaires, des histoires qui sont quelquefois controversées, ne vont pas être produites par les grandes sociétés de production avec des grands moyens commerciaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être des films pas rentables et des films qui ne vont pas être vus par les très 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 grands publics, mais ces histoires doivent être racontées parce qu'ils ont une valeur artistique, sociologique, enfin une valeur à tous les niveaux, et les fonds publics permettent à des voix peut-être minoritaires d'être connues. Eurimage est un des instruments, parce qu'au niveau national, par exemple en France, il y a le Centre national de la cinématographie, il y a les aides régionales, il y a les aides aussi au niveau local, donc des villes. À Strasbourg, il y a évidemment l'Eurométropole qui a une aide spécifique, il y a au niveau régional, donc il y a différents, c'est une espèce de millefeuille, si vous voulez, d'aides qui permettent, avec des petites sommes, de boucler le financement d'un film et de permettre à une histoire qui ne va pas faire des millions de spectateurs, mais qui aura son public, d'exister, de circuler et d'être vu, et donc de faire son parcours, d'avoir sa propre vie. Eurimage donc est passé d'un rôle remplissons les écrans pour limiter l'invasion américaine. Après, avec 26 millions d'euros, 27 millions d'euros, on ne va pas aller très loin, à un fonds qui permet aux citoyens européens d'avoir accès à un éventail plus large d'offres cinématographiques, donc d'histoires à voir sur les grands écrans. Et ça, c'est important à dire parce que les pratiques d'utilisation de l'image animée, de l'image en mouvement, ont changé énormément. Comme tu l'as dit aujourd'hui, on regarde l'audiovisuel, le cinéma à la télé, on le regarde dans le petit écran de la tablette. On le regarde aussi, malheureusement, un peu trop souvent. Oui. Alors, une chose n'exclut pas l'autre. Moi, je pense, j'essaie de regarder le côté positif de la chose. Avant, on regardait les images en mouvement exclusivement au cinéma, puis on les regardait à la télé. Maintenant, les images en mouvement sont partout. Et ça, c'est positif. Moi, je trouve ça un côté positif. Une chose n'exclut pas l'autre, et une chose ne doit pas manger l'autre. Voilà. Ça ne doit pas s'opposer. Ouais. Exactement. Donc, moi, je pense que les nouvelles générations ont une chance énorme par rapport à ma génération, par exemple. Quand moi, j'étais au lycée et je voulais voir un film spécifique qui ne venait pas dans ma ville, ou qui avait été programmé, mais qui n'était pas disponible ni dans des rétrospectives à l'université, etc., je devais attendre qu'il arrive dans ma ville. Aujourd'hui, je peux le trouver. Je peux le trouver n'importe où. Donc, l'accessibilité de l'audiovisuel est magnifique. Donc les nouvelles générations ont une chance inouïe que ma génération et ta génération n'ont pas eu. Après, c'est une question de réglementation. La salle de cinéma et Eurimage aide à la fabrication de films pour la salle, qui après vont être exploités dans d'autres formes successives et alternatives. La salle de cinéma, c'est pas seulement regarder un film, c'est une expérience collective, hein, tout d'abord comme tu l'as dit, donc on le regarde ensemble, et l'image est grande, c'est le grand écran, et c'est une expérience complètement différente par rapport à la celui-ci. Comme celui-ci, voilà. Mais c'est une expérience complète, c'est une expérience esthétique différente. Donc moi je dirais qu'une chose n'exclut pas l'autre, et les législateurs ont la responsabilité de faire ainsi que le plus grand poisson ne mange pas le petit poisson. Et donc le cinéma est très fragile, mais est fondamental parce que c'est à l'origine de l'image en mouvement. Voilà. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup. Alors juste pour moi, c'est des chiffres que j'ai eus par un autre accord, par celle du Conseil de l'Europe qui est aussi très valeureux, l'Observatoire audiovisuel européen, qui sort notamment le Focus chaque année, c'est-à-dire c'est
publication. une publication en liaison avec le marché du film de Cannes, et qui est une mine de renseignements très précieux. À ma connaissance, les États-Unis produisent à peu près 500 films par an, peut-être que Un peu c'est plus, 550, un peu plus. 600. Allez, mettons 600 films par an. Et l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe produit 1300 films. Donc, ce n'est pas un problème de production. Par Non. contre, sur les 600 films américains, mettons qu'il y en a 120 qui sont ce qu'on appelle des blockbusters, et sur ces 120, il y en a 100 qui, chaque année, se lancent, après s'être amortis sur leur marché national, à l'assaut des marchés extérieurs de cinéma. C'est la deuxième exportation. Enfin, c'est le deuxième poste d'exportation après les armes, le cinéma et l'audiovisuel. Et c'est vrai qu'ils ont des méthodes assez optimales de développement et de fabrication du film, les Américains. Mais comme tu le disais, je crois aussi que ce qui est important, il y a cette très très belle formule que j'avais apprise lors d'une réunion à laquelle je crois qu'on avait participé ensemble d'ailleurs même. L'universel, c'est le local sans les murs. Donc c'est vrai que même venu d'un tout petit pays, avec tout le respect qu'on lui doit, Liechtenstein, qui n'est pas membre de l'image, il peut y avoir une histoire qui ne concerne pas uniquement des situations spécifiques de Liechtenstein, mais qui ont une portée universelle. Et c'est ça aussi qui doit être pris en compte, et c'est ce que vous prenez en compte avec la dimension artistique aussi dans l'évaluation que vous faites. Tout à fait. Alors, il faut dire que les films américains, une partie, je suis tout à fait d'accord avec toi, ils sont déjà amortis aux États-Unis, mais les coûts de production ont explosé partout pour ce genre de film, évidemment. Les effets spéciaux, tout ça. Tout à fait. Et un cast qui coûte très cher, etc. Donc, les pays au-delà des États-Unis deviennent de plus en plus fondamentaux pour amortir leurs coûts. C'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus agressifs dans leur commercialisation des films au-delà des frontières nationales. Mais moi, je ne pense pas que l'Europe soit menacée par des films commerciaux américains. Peut-être dans le passé, mais aujourd'hui, ce problème est relatif. Le problème, c'est qu'il y a énormément de films en Europe. En soi, ça, c'est pas un problème, parce que la diversité, c'est de la richesse. Donc, si on a accès à un nombre énorme de films, il y en a pour tous les goûts. Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de salles de cinéma, et que certaines salles de cinéma, évidemment pour des raisons commerciales, privilégient des films qui font plus de spectateurs. De l'argent. Exactement, parce que c'est un business, c'est une activité commerciale. Dont l'importance des cinémas comme celui-ci, qui ont une vocation différente, c'est du service public, et donc l'accès des petits films qui ne vont pas remplir la salle, mais qui racontent des histoires qui sont importantes, qui sont belles esthétiquement ou importantes à tous les niveaux, sociologiques, etc. Ça, c'est fondamental. Donc la possibilité que ces films qui existent en Europe, comme tu l'as dit, on en produit 2 fois plus qu'aux États-Unis, et toute cette diversité doit pouvoir exister dans la salle de cinéma et dans toutes les autres formes d'exploitation de l'œuvre. Donc aussi en VOD. Donc l'Europe travaille beaucoup là-dessus pour qu'il y ait une visibilité suffisante, que les films européens, aussi les tout petits films, ne soient pas relégués dans le fond d'un catalogue de la VOD que personne ne connaît et personne ne va visiter. Donc la visibilité devient fondamentale. Eurimage essaye de se concentrer essentiellement sur l'opportunité de soutenir une histoire qui en soi doit être racontée et qui a son public. Donc dans la mesure où il y a ce lien, c'est-à-dire une histoire de qualité qui aura son public, même s'il est niche, même s'il est tout petit, pour nous c'est suffisamment important pour qu'on puisse les aider. Après, le film a sa vie unique et personnelle, tu le sais mieux que moi parce que tu es exploitant. Il y a des tout petits films en noir et blanc, en langue méconnue, très minoritaire, et qui ont un succès tout d'abord de critiques, mais aussi de spectateurs, en audience. Et ça, ce sont des miracles dans les cinémas qui existent parce qu'il y a des fonds publics comme le nôtre, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, qui investissent, qui croient dans ces histoires et qui permettent de nous faire voyager et de connaître des histoires
qui autrement seraient méconnues et non racontées. Ce que tu dis, c'est très important et ça montre d'une part toute l'utilité de l'argent public. Or, cet argent public, c'est évidemment le mode d'utilisation qui importe, c'est-à-dire où ça renforce les tendances majoritaires d'un marché, ou alors ça essaye de compenser les déséquilibres que, inévitablement, le fonctionnement du marché engendre. Ça, c'est clair. Et ce que tu dis aussi sur cette rencontre entre une œuvre et son public, alors c'est sûr qu'à chaque œuvre, comme à chaque pointure de chaussure correspond à un pied, si moi je fais du 46 fillettes, je ne pourrais pas mettre des chaussures de 38. Bon, c'est clair. Et il y avait un film très beau dans lequel Audrey Hepburn jouait, qui s'appelle Seul dans la nuit. Et c'est ça qui est aussi miraculeux, parce que bien sûr, il y a des règles juridiques, il y a des considérations économiques. Mais après tout, ce qui est formidable dans le travail d'Eurimage, c'est que d'un côté, il y a des créateurs qui proposent des œuvres, qui créent des œuvres cinématographiques. De l'autre, il y a un public qui est dans une attente, mais qui ne sait pas trop ce qu'il attend. Bon. Et tout le problème, et c'est pour ça que Eurimage est important, et c'est pour ça que nous aussi, à l'Odyssée, à notre très très modeste, parce qu'on est une toute petite minuscule goutte d'eau, on a aussi un petit rôle à jouer et on peut espérer qu'il y ait d'autres salles comme nous qui se démultiplient un peu partout dans les pays. Eh bien, nous, on doit faire en sorte que cette œuvre qui cherche un public et le public qui est dans l'attente d'un film dont il ne connaît pas se rencontrent. Seul dans la nuit, dans l'obscurité, et puis finalement qu'il y ait cette rencontre qui fasse jaillir des étincelles et d'émerveillement et de réflexion aussi, parce qu'un film, c'est aussi de la réflexion, c'est pas uniquement des émotions. Et c'est ça qui fait toute la noblesse du travail de Rimage. Alors, quand on regarde aujourd'hui, je répète encore une fois, la pédagogie c'est l'art de la répétition, disait l'autre, mais Eurimage est un instrument qui est indispensable. Et que s'il y a des gens qui mettaient en danger, ça serait Eurimage, ça serait des criminels, mais de la même façon seraient fautifs les gens qui ne permettraient pas à Eurimage d'avoir plus de moyens. Moi, je milite pour cela, puisque c'est, tu le sais, tu nous fais l'honneur d'être membre du jury. On développe une manifestation qui s'appelle les Étoiles du cinéma européen, et qui est consacrée entièrement au film soutenu par Eurimage. Et la prochaine va commencer le 5 ou le 6 octobre, enfin le mercredi, voilà, 2020. Eurimage doit être soutenu. Ça, il n'y a pas de discussion. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent aller ailleurs, voir si on y est, comme nous deux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la situation du cinéma européen? Parce qu'elle n'est pas catastrophique, je suis d'accord, mais quand tu regardes un pays comme la France, les films français représentent à peine 35% de l'ensemble de la fréquentation des salles de cinéma, et c'est quand même plutôt les États-Unis qui ont donc plus de 60% et à peu près une petite 5% pour les films, le reste du monde, quoi. Et les films européens, donc ça doit représenter 3 ou 4% au maximum. Donc de la grande Europe du Conseil. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ça, à part prier? Alors moi je pense tout d'abord que le problème du cinéma européen, c'est un problème de réglementation. C'est important, alors je tourne le bouton du son. Alors, le problème de réglementation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en Europe, on a une tradition, en général, les personnes fragiles sont protégées davantage que les personnes plus fortes. Regardes, parce que je tousse. Non, je regarde tout le monde dans la salle. Donc, le cinéma est un art fragile, donc il doit être soutenu. Il doit être soutenu pas seulement financièrement, déjà les États du Conseil le font, au niveau national et au niveau international avec le fonds Eurimage. Mais il y a aussi une question de réglementation, c'est-à-dire d'éviter que les nouvelles formes d'exploitation de l'œuvre mangent l'œuvre en tant que telle sans contribuer à la création de nouvelles œuvres. Je m'explique mieux. Quand la télévision a été inventée, les producteurs et les créateurs de cinéma avaient peur que la télévision remplace complètement
le cinéma. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Pour une raison très simple, les législateurs ont fait ainsi que tous ceux qui exploitent l'œuvre, donc les cinémas, les télévisions montrent le cinéma à la télé. Bon, une fois que tu exploites l'œuvre, tu dois contribuer à la créer, à la produire. Les télévisions sont obligées par une loi de l'État au niveau national et au niveau européen avec des directives, sont obligées d'investir dans le cinéma. Tout ça est acquis depuis des années et des années. Donc les films que nous regardons par exemple en France sont le résultat pas seulement d'investissements propres de producteurs et des financiers, il y a des aides publiques, mais les télévisions sont obligées aussi d'investir dans ces œuvres. Les nouvelles formes d'exploitation de l'œuvre, c'est-à-dire la VOD par exemple, actuellement exploitent énormément le cinéma, c'est-à-dire qu'on voit énormément de films en VOD. Ces nouveaux géants de l'exploitation des œuvres échappent à la loi nationale et donc n'ont pas une responsabilité et donc d'obligation d'investissement. Oui, voilà. Donc moi je pense que le problème du cinéma aujourd'hui est un problème de réglementation, de volonté de réglementer, de volonté politique. mais aussi la situation aujourd'hui va au-delà des frontières nationales. Donc quand on regarde la VOD dans notre salon, on regarde peut-être une VOD nationale, mais on regarde aussi des VOD qui sont basées à Los Angeles ou dans d'autres pays. Donc il faut une réglementation internationale pour faire face à un phénomène qui va au-delà des frontières nationales. Donc tout d'abord, je pense que c'est un problème de réglementation. Deuxième point, moi je ne pense pas que les films européens doivent imiter le succès commercial des films américains. Je pense que dans tous les pays en Europe, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, on a des champions nationaux qui font plus que les films américains. Souvent sont des comédies, il n'y a rien de mauvais avec les comédies, il y a des comédies qui sont magnifiques, des comédies qui sont peut-être un peu plus légères, mais c'est très bien ça aussi parce qu'on a besoin des films un peu plus profonds, des films un peu plus légers. Il n'est pas interdit de rire, on n'est pas dans le même dans la rose de Umberto Eco. Voilà, oui. on peut rire, on peut penser, on peut rire et penser en même temps, enfin, tout est possible. Moi je pense que la qualité, la spécificité du cinéma européen, c'est exactement le fait de ne pas vouloir parler nécessairement tout de suite, tout le temps, à tout le monde. Donc il y a une diversité qui est un peu notre ADN, une diversité dans le sens d'une fragmentation de l'offre audiovisuelle qui permet un jour de regarder un film de genre et le jour après de regarder un film dramatique, peut-être un peu plus sombre, mais qui reste en nous pendant un certain temps. Donc cette diversité ne peut pas imiter le succès commercial d'une comédie américaine qui parle à tout le monde, de l'Islande jusqu'à Chypre en Europe. Moi je pense que ça serait bien si cette diversité qui existe, qui s'exprime avec des œuvres audiovisuelles, puisse être accessible au plus grand public, et donc pouvoir être vu dans les salles de cinéma, pouvoir être vu à la télé et dans la VOD. C'est ça notre objectif, permettre d'ouvrir une fenêtre et que tout le monde puisse voir ce qu'ils ont envie de voir. Je ne pense pas, enfin moi en tout cas, Image, le fonds que j'ai l'honneur de diriger, nous on ne va pas soutenir des blockbusters européens. Ça ne nous intéresse pas. Tout d'abord parce que les blockbusters n'ont pas besoin d'être publics. Ce sont des investissements privés qui feraient cela. Il n'y en a pas énormément. Donc je pense que l'offre audiovisuelle doit être diversifiée. Et la responsabilité de ceux qui travaillent dans le cinéma au niveau réglementaire et au niveau aussi de production est maintenir un système pluralistique, si on peut dire ça en français, dans lequel plusieurs offres sont possibles et accessibles. Voilà l'objectif. Et c'est pour ça que parallèlement, la majorité des moyens de RIMAGE sont consacrés au soutien aux coproductions européennes.
mais vous avez aussi une politique d'aide à la distribution et aux salles. Tout à fait. Qu'on est en train de transformer, parce que les pratiques évoluent et les besoins évoluent aussi, et l'aide à la distribution et l'aide à l'exploitation des œuvres est limitée aux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui font partie du Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe a 47 États, Eurimage en a 41, c'est un accord partiel comme tu l'as dit. C'est presque tous. Ouais. Et donc les 41, donc il y en a 6 qui manquent. 41, mais on a le Canada et l'Argentine. Mais donc ça, on a c'est très bien aussi. 39 pays du Conseil et deux pays qui sont au-delà du Conseil. Donc l'aide à la distribution et à l'exploitation est réservée aux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a déjà un système d'aide que tu connais très bien qui s'appelle Europe créative et qui concentre les aides sur la distribution et la circulation des œuvres. Mais pas pour les coproductions. Mais pas pour les coproductions, pas pour la production des coproductions. Ça, c'est Eurimage, c'est le Conseil de l'Europe, c'est Strasbourg. Ouais. Et il y a quelque chose avec qui vous travaillez aussi, qui est Europa Cinéma, qui est aussi valeureux, qui aide les salles pour qu'ils aient une programmation majoritairement européenne. Oui, le concept est très simple, c'est que, comme on disait avant, il y a des salles de cinéma qui, pour des raisons économiques, et c'est compréhensible, programment essentiellement des films à grand succès, qui peuvent être essentiellement américains, mais aussi quelquefois des œuvres nationales. Or, Europa Cinéma aide les salles à prendre des risques. C'est-à-dire que si on programme des films qui sont peut-être moins commerciaux, on a une perte évidemment de recettes, et les aides permettent justement de compenser cette perte pour avoir une offre plus élargie et plus diversifiée. Écoute, comme le temps passe, que les capacités de batterie de notre non-professionnelle caméra ne sont pas illimitées, moi je te laisse le soin de penser en 30 secondes au mot de la fin que je vais te demander de bien vouloir dire. Tu dis ce que tu veux, tu en profites pour saluer ta famille ou pour dire quels sont tes rêves que tu voudrais voir réalisés pour Eurimage et pour renforcer le cinéma européen. Moi, je voudrais te remercier au nom de mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, très chaleureusement, pour avoir consacré ton temps pour cette conversation. Te remercier aussi de l'aide que tu nous apportes pour Étoiles du cinéma européen. Te remercier de participer au jury, comme ça va être le cas cette année en 2020, pour la défense des films soutenus par Eurimage. Je suis un des grands partisans, j'ai même eu l'honneur de participer à un comité directeur pendant un temps, mais c'était l'époque où mon pays n'avait pas de représentants, mais je ne vais pas te mettre en difficulté, disons qu'ils ne sont pas très respectables politiquement aujourd'hui. Donc c'était formidable et on va essayer de remettre ça, en tout cas prochainement, pour approfondir, parce que le problème avec toi, c'est que tu dis des choses et en même temps, ça ouvre toute une série de perspectives qui sont nouvelles. Ah ben ça c'est un compliment, merci. Ben évidemment. Je te propose si tu veux, dans quelques semaines ou quelques mois, de refaire une conversation, peut-être juste en octobre, avant de commencer Étoiles du cinéma européen, si tu veux bien. Tu as le mot de la fin, cher Roberto. Alors la seule chose que je pourrais dire, c'est rendez-vous à l'Odyssée en octobre pour Étoiles du cinéma, pour découvrir une sélection des films, sélection faite par Farouk. Avec ton aide. Avec mon aide, enfin avec l'aide d'Eurimage. Donc une sélection de films soutenus par Eurimage dans les dernières 2-3 années. Donc rendez-vous en octobre pour célébrer le cinéma européen. Et vive le cinéma européen. Et vive le cinéma. Et vive Eurimage, et vive le 7e art en général. Merci beaucoup, cher Roberto. Merci Au revoir. Farouk. Au revoir. Ciao, ciao.